Périphérie, Édouard Zambon. Donc là à droite, là donc on arrive à la rue Paulvin. Et là la cité 74 elle est en face, là c'est le bâtiment orange. Là c'est l'entrée de l'ancienne entrée de l'usine Chausson. Donc là c'est complètement restructuré. Enfin on serait venu, il y a des photos il y a 30 ans, c'est l'usine Chausson, c'est l'ancien bâtiment du 74 de 7 étages, bâtiment gris. Là c'était l'entrée du garage là que tu disais tout à l'heure. Mon grand-père avait sa voiture, donc là tout ça a disparu il y a 3-4 ans, hein, donc c'est pas vieux. Et les jeunes squattaient à ce niveau-là, tu te rappelles, il y avait les anciens escaliers, tout ça a disparu. Éric Marlière, maître de conférence à l'université de Lille 3 et donc sociologue. Vous avez décidé de raconter l'histoire du quartier 74 qui a été créé en 1920, c'est-à-dire que vous racontez 100 ans d'une cité populaire. Oui, alors je raconte 100 ans de l'histoire d'un quartier populaire dans la mesure où, à la fois par ma formation d'historien, j'ai été amené à m'intéresser à l'émergence du monde ouvrier et de son système social pour la période de l'entre-deux-guerres. Et en tant que sociologue, j'ai travaillé, entre guillemets, avec les vivants pour essayer de comprendre aussi le parcours de ces vivants et de ces morts qui ont, j'allais dire, à leur niveau, contribué à l'histoire ouvrière française et à l'histoire ouvrière locale. Le destin de ce quartier, de cette cité du 74, c'est en quelque sorte une métaphore de l'histoire industrielle. Tout à fait. Je pourrais dire que ce destin des ouvriers d'Égrésillon, d'une certaine manière, ou du 74, est fortement lié au destin ouvrier français et on pourrait dire que l'ascension de cette population ouvrière locale avec les transformations qui vont notamment dans les années 50-60, améliorer leurs conditions de vie, va être remis fortement en cause 20 ans plus tard, dans les années 80, avec la désindustrialisation. Et du coup, tout ça s'arrête brutalement dans les années 80, 90, voire 2000, et que là, tout ça est remis fortement en cause, lié à cette désindustrialisation, alors qui n'est pas totale, puisqu'on assiste à une tertiarisation des emplois, mais qui, à mon sens, n'est pas forcément orientée vers cette population ouvrière qui, pour une partie d'entre elles, est en train de décliner et confrontée à un chômage de masse de plus en plus qui s'accentue progressivement d'une certaine manière. Est-ce que votre livre, on pourrait le sous-titrer « Ma cité à l'heure de la mondialisation » pour cette dernière partie ? Effectivement, cette dernière partie, pour ceux qui connaissent, on reconnaît quelques vestiges ouvriers, etc., mais que tout ça est balayé et transformé à la fois par, alors on va dire la mondialisation parfois un bon dos, mais par les enjeux immobiliers, par la globalisation. Je pense que le mot globalisation est certainement le mot le plus approprié, c'est-à-dire à savoir que aujourd'hui on est tous connectés les uns les autres, que cet espace urbain parisien qui devient une mégalopole, Gennevilliers qui était encore une banlieue il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui va devenir un arrondissement possible de Paris dans quelques années avec l'inflation immobilière qui l'accompagne, ce qui était complètement impensable il y a 30 ans. Donc les choses sont en train de bouger. Effectivement, ma cité à l'heure de la mondialisation pourrait être un sous-titre tout à fait valable, notamment pour les derniers chapitres. Périphérie. Périphérie.fr. Tiens, il y a Kamel, là. Il peut peut-être dire un mot, Kamel, non ? Ah bah ouais, tiens. Qui est aussi issu de cette, de cette classe ouvrière en partie, et qui travaille, qui est aussi délégué syndical, voilà. Donc qui fait aussi partie, de cette résistance ouvrière à tous les niveaux. Alors là, c'est l'héritage ouvrier, donc on reprend le relais des anciens. Vous êtes un ouvrier, vous, encore ? Non, moi j'ai évolué, je suis devenu technicien, mais à la base, effectivement, j'étais ouvrier. Donc c'est tout un héritage. Mon père était paysan d'Algérie, donc il est venu, il était grutier, il a fini sa retraite. Moi, juste derrière, le quartier populaire, et puis on était tous ensemble avec Eric. C'est un mélange de tout le monde, cette ethnie, voilà. C'était une ethnie populaire ? Ah, ethnie populaire. C'était un arc-en-ciel ici. Donc c'était magnifique. Donc on a ce brassage là moi je l'ai connu ici. Bon, nous on est nés ici, donc on n'a pas eu le choix, c'est imposé. Mais quand on prend du recul, on voit que ça existe nulle part. On va dans le pays d'origine, je reviens d'Algérie, ça n'existe pas. Ils sont entre eux, mais quand on vient ici, on est avec des Portugais, des Espagnols, des Polonais. Des gens du Pas-de-Calais, des Normands, des Bretons, donc tout ça peut qu'enrichir. Donc tant mieux. Il y a cette solidarité aussi, parce qu'on a démarré, c'était difficile, c'était pas les moyens, on avait des hivers qui étaient rudes, on allait chercher le mazout à la pompe d'essence, on se contentait, on s'habillait, il n'y avait pas de marque, on avait un pull, il tournait en famille, c'était l'aîné qui l'avait. Moi je me rappelle, j'avais un pull, les 3 frangins ils l'avaient sans problème. Donc tous ces petits trucs qui font que la vie était simple et on mangeait tranquillement, et puis on se contentait de ce qu'on avait.
Est-ce que vous avez l'impression que la génération qui vous suit, elle est inscrite dans un destin comme vous étiez inscrit dans un destin? Non, je ne pense pas. Malheureusement, nous, on a eu, enfin, c'est pas une chance, c'est qu'on n'a pas eu le choix, c'était comme ça. C'était la vie, c'était l'après-guerre. Les années 70, là, on était en pleine reconstruction, c'était encore, voilà. Et il y avait le monde ouvrier, les industries étaient fortes en France, donc c'était comme ça. Aujourd'hui, cette nouvelle génération, moi je la sens pas adhérer à ça. Bah, tant mieux pour elle, parce qu'elle n'a pas vécu ce qu'on a, tant mieux. Mais bon, ils sont dans une nouvelle ère du mondialisme, du matériel, etc. Ils sont aveuglés par autre chose. Ils ont une autre directive. Et ces principes-là, ils n'ont pas palpé le truc, quoi. Quand on leur parle de ça, c'est comme si ils parlaient à un papy qui a 100 ans, alors qu'on a à peine 40 ans. Voilà la différence entre cette nouvelle et l'ancienne génération. Voilà. C'est la culture ouvrière qui a disparu. C'est la culture ouvrière, effectivement. Il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus quasiment plus d'ouvriers. Les usines vont dans les pays moins chers, hein, les pays de l'Est, l'Afrique. Qu'est-ce qui reste? Regardez, autour de nous, il y avait Chausson. Moi, j'ai grandi avec des bleus. Là, à midi, il y avait plus de 800 gars qui sortaient en phage. Donc j'ai grandi autour là. J'allais à l'école ici, je les voyais, c'était ma culture. Alors, on ne peut-être pas prendre par rue des Cabeus. Ouais, tu sais, comme ça, on pouvait passer par la zone industrielle. Donc là, c'était l'ancienne usine Citroën là, qui a été démolie il n'y a pas très très longtemps. Hein. Il reste quelques vestiges. Moi, mon père travaillait à l'imprimerie Paul Dupont, qui était plutôt à Clichy, qui a été détruite aussi. Mais c'était plutôt l'usine Chausson, hein, où les 2/3 des parents en 1974 ont travaillé. Moi, quand j'étais enfant, j'allais à l'école maternelle, il y avait, et primaire, on voyait les bleus de travail qui sortaient durant les horaires de pause, de déjeuner, etc. Et donc, on a vu ça vers 85-86 disparaître, en fait. On avait Citroën en face. Voilà. Et ici, on avait Plantafin, Fridor et d'autres usines comme ça. Cette classe ouvrière qui est devenue classe populaire, qui s'est fragmentée en classe populaire avec des destins individuels de plus en plus cloisonnés, mais ces destins individuels se brisent de plus en plus à ces déterminismes sociaux. Du coup, on peut plus se projeter comme ouvrier et je dirais même on peut plus se projeter comme salarié. Et du coup, on a affaire à deux destins de générations d'enfants d'ouvriers et d'immigrés pour certains qui ne peuvent plus devenir ouvriers et qui vont peiner à être salariés, je crois. Les habitants du 74 sont passés du statut de métallo à celui de jeunes des cités. Entre guillemets, oui, j'ai intitulé des métallos aux jeunes des cités dans la mesure où, du coup, ces métallos, parfois, dans l'entre-deux-guerres, certains jeunes ouvriers sont confrontés à des actes de délinquance. Hein, j'y reviens pas. C'était même un monde parfois plus violent qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais tout ça était dans une perspective ouvrière de banlieue rouge qui s'autorégulait. Aujourd'hui, le jeune de cité, qu'est-ce que c'est? Ça aurait pu être un ouvrier finalement. Mais comme ils ont été confrontés à la désindustrialisation, du coup, on l'intitule par son appartenance territoriale et non par son appartenance au monde du travail. Et je pense que c'est là où il y a la passerelle à travailler. C'est-à-dire le métallo habitait le 74, mais il était ouvrier avant tout. Tandis que le jeune des cités, aujourd'hui, pour certains, il est étudiant, pour certains, il occupe des boulots, mais pour une partie d'entre eux, ils restent confinés à leur territoire, qui est un territoire d'une cité populaire, d'où la dénomination de jeunes de cité, qui est parfois pas assez déconstruite au niveau médiatique, bien entendu, mais qui renvoie en tout cas une identité possible et construite. Est-ce que ce travail aurait été possible si vous n'aviez pas été un enfant de ce quartier ? Écoutez, la question, c'est une très bonne question, alors qui parfois, à mon avis, faudrait beaucoup, c'est peut-être même un sujet de colloque, parce que ça renvoie, je pense, à des fondements épistémologiques très importants. Pour certains de mes collègues qui sont issus d'autres milieux sociaux, un jeune des cités qui fait de la sociologie sur les jeunes des cités, il n'a pas toujours cette distance épistémologique, et ce qui fait que parfois on est perçu comme des sociologues de deuxième zone. Et je dirais à l'inverse, parfois certains sociologues qui sont trop éloignés de ces univers, même s'ils produisent des choses intéressantes, du coup ils peuvent pas avoir, je pense, ils peuvent pas faire un travail en immersion beaucoup trop longue, parce qu'ils n'en ont pas la connaissance, ils n'ont pas les réseaux suffisants, même s'ils vont faire un travail parfois courageux, et du coup leur éloignement épistémologique est trop long. Et du coup je pense que mon type de travail, il peut être réalisé essentiellement par des jeunes qui ont vécu et côtoyé longuement
un quartier dans lequel ils ont vécu. Alors après, avec les précautions méthodologiques qu'il faut, et du coup, moi, ma formation d'historien me permet aussi d'avoir ce recul méthodologique et de confronter les deux disciplines. Et je crois que c'est pas évident pour quelqu'un qui vient d'un autre milieu, même s'ils peuvent produire par ailleurs des choses très intéressantes. Votre méthodologie sociologique, c'est pas l'observation, c'est l'immersion. Vous faites de la sociologie de vos voisins. D'une certaine manière, de mes voisins, par ma perspective sociologique, et donc un travail d'immersion, mais en même temps un travail d'historien, parce que j'ai aussi cette double casquette, et ce travail d'historien me permet justement, à travers l'histoire longue, de mieux comprendre la généalogie, peut-être même la mienne d'ailleurs, à travers 3 ou 4 de destin de générations ouvrières qui dépendent fortement, et c'est peut-être là un peu la conclusion de mon livre, dépendent fortement de la conjoncture économique locale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces ouvriers, on les a fait venir parfois des campagnes, et du coup, quel que soit que ce soit une campagne du Maghreb ou une campagne de France, et du coup, 4 générations après, on est en train de leur dire, bon, bientôt, il va falloir peut-être partir, peut-être retourner dans vos campagnes. Alors voilà, je le dis un peu de manière humoristique, mais je pense que c'est aussi une dramaturgie, ces destins, parce que ces classes populaires n'ont pas vraiment d'emprise sur l'économie, n'ont pas d'emprise sur leur réel destin, à la fois individuel et collectif.